Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un livre qui m'a été gentiment offert à titre publicitaire par Chaosium. Donc je les remercie encore. J'aurais pas pensé que ce ferait, mais comme quoi. Donc j'ai reçu la nouvelle campagne de l'appel de Cthulhu qui s'appelle le Sutra des feuilles pâles. Donc les deux soleils jumeaux, le lever des soleils jumeaux qui est une campagne faite par le label Sons of Singularity. Donc, c'est les gens qui ont fait notamment une campagne qui s'appelle Journal d'Indochine, qui était très très bien, qui se passait donc du coup durant l'Indochine, je crois, coloniale française, qui est comment dire, une campagne assez particulière qui prend le parti de traiter du roi en jaune durant les années 80 avec la bulle économique au Japon. Moi, j'ai des théories, j'ai des idées sur justement comment jouer l'appel de Cthulhu au Japon. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un supplément qui s'appelle l'appel de Cthulhu au Japon qui était sorti il y a maintenant 10, 15, 20 ans, je crois, avec la petite blague de Cthulhu en kimono qui met sur la première page et après ils disent on est sérieux. Il y a eu plein de tentatives, je pense notamment donc, à Cthulhu no Kami que j'avais acheté, que j'ai revendu parce que bon, voilà, ça correspondait pas forcément à mes attentes, mais qui était un très bon produit. Il y a beaucoup, beaucoup de choses et vous n'êtes peut-être pas sans savoir que l'appel de Cthulhu est, par les actual plays qui ont commencé très très tôt au Japon, le jeu de rôle le plus vendu au Japon. Et je crois qu'après, il y a Sword Quest, mais Donjons arrive très très loin. Donc c'est assez bizarre, c'est assez particulier parce que c'est à la fois la cristallisation, cette campagne de beaucoup d'attentes, de curiosité par rapport à des campagnes de l'appel de Cthulhu qui auraient été faites par soit des Japonais, soit par des gens qui vivent au Japon, puisqu'en fait l'essentiel des gens que vous voyez sur la réalisation, qui sont assez nombreux, font partie, donc à part Mike Mason et Caris McDonald, qui sont des gens en fait de Chaosium, c'est des gens qui vivent pour la plupart au Japon depuis très longtemps, ou en Chine, à l'exception donc de Yukielo Terada, qui lui est comment dire, donc, un japonais qui fait partie, en fait, tous ces gens-là font partie d'une organisation qui s'appelle, je crois, la communauté Arkham, qui est en gros une sorte d'association communautaire sur le jeu de rôle l'appel de Cthulhu au Japon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement au Japon, en fait, très tôt, ils ont des actual plays. Ils ont des actual plays dès 2008, si je dis pas de bêtises. C'est la raison pour laquelle l'appel de Cthulhu a explosé là-bas. C'est parce qu'en fait, ils ont une sorte de grande, un peu comme chez nous, avec Fibrotic et compagnie. En fait, il y a des gens qui ont suivi des actual plays pendant très très longtemps, ou c'est quoi, c'est Critical Role, enfin les mecs, merde, j'ai plus les noms, mais Matthew Mercer et compagnie, Laura Bailey qui joue à Donjon aux États-Unis. Il y a vraiment, ça a cristallisé des envies sur comment dire, sur le fait de jouer à l'appel de Cthulhu. Et en plus, c'est assez rigolo parce que c'est un jeu enfin, à la base, qui avait une proportion de joueurs féminines plus importante que de personnes masculines. Et il est vrai que, bon, alors je raconte ma vie, hein, mais moi j'ai vécu un an au Japon, je suis retourné plusieurs fois. J'ai appris le japonais quand j'étais au collège-lycée. Merci Madame Rimbaud. À la place du latin, c'était une bonne idée. Et c'est vrai que quand vous allez dans les magasins de jeux comme Yellow Submarine à Tokyo, à Yokohama, il y a un peu de jeux de rôle, hein, pas beaucoup. Et parmi ces jeux de rôle, l'appel de Cthulhu est vraiment présent. Et quand vous allez dans les librairies standards, donc un peu comme chez nous, il y a une petite partie qui est consacrée aux jeux, avec des artbooks de jeux vidéo, des livres de Solus. Et il y a aussi des Perfect Guide, et il y a aussi un petit peu de jeu de rôle. Et l'appel de Cthulhu, il y a quand même quelques bouquins présents. J'ai vu du donjon, j'ai vu donc il y a Sword Quest, il y a quelques jeux japonais. Et ce qui m'avait sidéré, c'est quand j'étais allé dans un book off. Donc les book off, c'est l'équivalent des cache converteurs, mais qui marche très très bien au Japon. J'étais tombé sur le bouquin de base de Loup-garou l'Apocalypse en japonais, troisième édition, ce qui m'avait fait un peu halluciner. J'aurais dû l'acheter, mais j'ai pas eu la force. Donc voilà, on en est là, c'est-à-dire qu'on a une campagne qui vient d'être sortie, donc c'est super chouette, qui fait quasiment 200 pages, sous la légende de Chaosium, par ce groupe, donc Son of Singularity, qui sont des gens qui bossaient sur RuneQuest, qui ont bossé sur l'appel de Cthulhu, comme je disais, avec Jean de Chine. Et la première chose qu'on peut voir quand on connaît un petit peu le japonais, c'est sur la tranche. Attention, j'essaie de pas défoncer ma caméra. Vous voyez peut-être pas, mais il y a ce logo-là. Ce symbole, donc c'est un kanji qui veut dire, je crois que c'est Jokan, qui en gros, qui est le symbole de Ue, donc du haut. Et quand vous le mettez sur un bouquin, ça veut dire qu'il y a un autre symbole qui lui, je crois que c'est Gehen, qui est l'inverse en fait, qui est bas. Et en gros, ça veut dire tome 1, tome 2, ou début et fin.
Donc ce qui veut dire que c'est une campagne, mais que c'est une campagne avec un autre livre. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va parler du roi en jaune, sujet sur lequel je suis pas super calé, comme vous le savez, c'est pas trop ma passion, mais bon, passons, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de découvrir quoi est-ce qu'on a là-dedans. Déjà, ça c'est assez chouette. Au niveau de la direction artistique, on a des dessinateurs qui sont assez différents. Il y a quelques dessinateurs japonais, notamment. Donc, c'est complètement différent de ce qu'on peut s'attendre en général à l'appel de Cthulhu. Il y a quelques-uns des illustrateurs old school de Chaosium, mais pour la plupart, c'est des illustrateurs un peu différents. On a évidemment la maquette officielle Chaosium, hein, ça, avec le fond parchemin et les couleurs un peu rougeâtres, sombres. Et on va enchaîner tout de suite dans l'histoire, donc en vous demandant, vous me dites, ok, de quoi ça parle ton truc, hein, c'est sympa, mais donc on a toujours un petit peu attention parce que ça va toucher des sujets un peu touchy. Donc en gros, c'est quoi? C'est 3 scénarios qui peuvent ou pas s'enchaîner, qui sont tous basés autour du substrat des feuilles pâles, qui sont en fait, qui est un livre. En gros, ce qui est rigolo, c'est que le roi en jaune, c'est une copie. C'est-à-dire que le roi en jaune, à la base, c'était un livre qui s'appelle Le Prince, c'est pas le roi en jaune, en fait, c'est Le Prince des feuilles pâles, qui a été copié, qui est un vieux artefact du mythe, créé par Astur pour un avatar. Et en fait, il vient comme le bouddhisme, en fait, il vient d'Inde, et il est passé en Chine, puis au Japon quand on commence la campagne. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ce livre a été copié en Angleterre à la fin du 19e siècle et est devenu le roi en jaune. Donc c'est assez rigolo, c'est vraiment un truc qui est très très marrant de but en blanc. Donc là on arrive directement, donc je vais en reparler un petit peu plus tard parce qu'il passe tout un chapitre là-dessus. Mais c'est marrant, c'est qu'en fait, donc il vous dit c'est une campagne modulaire, patati patachmol. Oh, il y a le bouquin de base. Oh, et il y a un compagnon. Et donc c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'il y a un compagnon qui va sortir avec plus de scénarios et j'en reparlerai. Mais comment dire, ça m'a un peu surpris par plusieurs aspects. Donc on a une notice sur Astur, et ensuite on part vraiment sur pas mal de généralités sur quelles sont les années 80. Donc les années 80 au Japon, vous le savez sûrement, il y avait une bulle économique qui était extrêmement importante, où en fait l'immobilier avait explosé parce que la manufacture japonaise était présente partout dans le monde. C'était la grande époque de Sony, des Walkman, du Made in Japan, avant le Made in China, qui était un peu vu comme l'antithèse de tout ce qui était la culture américaine. Donc c'est là où on avait ces grands films comme Black Rain, je pense notamment, où vous avez l'introduction quand même, où on vous montre que les motos américaines sont mieux que les motos japonaises. Bref, ça c'est mon avis de motard. Donc il y avait toute cette espèce de délire en se disant les Japonais vont tout racheter. C'est le moment aussi où Nintendo a racheté une des parts de l'équipe de baseball de Seattle. Donc il y avait vraiment cette espèce de crise, cette panique qui s'est cristallisée en fait avec le plus ou moins péril jaune. Vous pouvez voir dans des films comme Piège de cristal. Donc au début on a vraiment des généralités sur à quoi ressemble Tokyo, les différentes lignes de métro qui existent, tout ce qu'on peut imaginer sur à quoi ressemblent les noms japonais. Il y a des prix tirés, bien évidemment, les compétences spéciales, notamment, j'aime beaucoup, il y a le tir à l'arc, et l'informatique, on est un peu assez balbutiement avec les débuts des ordinateurs personnels, avec une belle illustration, je pense que c'est Wizardry, parce que vous le savez sûrement, mais en gros, au Japon, dans les années 80, les ordinateurs étaient très présents, c'est-à-dire qu'il y avait ils sont pas tout de suite arrivés aux consoles, en fait, comme nous, il y avait les Apple II, il y avait surtout le MSX, MSX qui était une entreprise qui avait fait NEC, pardon, qui avait fait le MSX, qui était un ordinateur très prisé où on pouvait tourner des jeux vidéo. Il y avait des super jeux de rôle, notamment japonais. Je pense à Sorcerian. C'est là où Metal Gear, par exemple, a commencé. Enfin, c'était vraiment des super ordinateurs personnels que les Japonais ont adoré. Puis ça s'est un peu cassé la gueule, entre parenthèses, quand en fait les gens se sont aperçus qu'ils pouvaient faire autre chose dessus. Et les enfants, on les a plutôt cadrés sur la NES qui est sortie plus tard, qui était une console de salon beaucoup plus simple. Mais il ne faut jamais oublier que les jeux de rôle japonais, en tant que jeux vidéo, proviennent d'un type qui est d'ailleurs le type qui a amené Tetris, si je ne dis pas de bêtises, dans le monde entier, qui était un Américain qui est venu vivre au Japon, qui adorait Wizardry Ultima notamment en jeu vidéo, qui les a amenés au Japon, qui a grosso modo fait une grosse rebond qui s'appelle la Perle Noire, qui a inspiré ensuite notamment Dragon Quest, j'en passe et des meilleurs. Donc tous les trucs un peu gimmicks des années 80 avec les pagers, les gros téléphones, les taux de change entre le dollar et le yen. On vous rappelle qu'il n'y a pas de ninja, donc c'est dommage, mais vous ne pourrez pas avoir assez. Que les armes, c'est très compliqué. Je rappelle que les katanas et les sabres en général ont une valeur historique, donc ça veut dire ils ont une petite étiquette.
Et on ne peut pas les sortir du Japon. Il faut pouvoir prouver qu'on a un permis, c'est un peu compliqué. Mon oncle, pour la petite histoire, mon oncle qui est féru d'antiquité, il a acheté un sabre japonais d'un officier. Je ne sais pas comment il a fait, parce que c'est complètement illégal, mais bon, passons. C'était un peu la petite histoire. Il était très heureux quand il l'a montré. Les différents outils, donc sur les différentes armes que vous pouvez trouver, parce que vous pouvez quand même avoir des fusils de chasse, c'est-à-dire que techniquement c'est comme en Angleterre, les fusils de chasse ne sont pas considérés comme des armes à feu, donc vous pouvez l'utiliser pour chasser, mais bon, à Tokyo je pense que ça va être un peu compliqué, les moyens de transport. Et ensuite on arrive vraiment au cœur du livre, à savoir le sutra. Donc le sutra est un artefact du mythe qui a été créé par Astur, qui raconte l'histoire du prince des feuilles pâles, donc une sorte de récit initiatique comme Siddhartha, pour aller très vite, mais en fait qui a un côté pervers, c'est-à-dire que si vous le lisez, il vous infecte comme un virus, et vous avez envie encore de relire le livre, vous commencez à avoir des hallucinations, et au fur et à mesure, ce livre en fait devient une sorte de virus psychique qui va peu à peu vous donner des hallucinations, vous rendre obsédé par le sutra, et à la fin, vous transformez, vous, en avatar du prince. Ah, j'ai une petite... c'est sympa, j'ai un petit marque-page. Va vous transformer en avatar, en fait, du roi en jaune, en fait, donc du prince pâle. Et à la fin, en fait, si vous arrivez... Donc l'idée, c'est que voilà, ça, c'est un score qui est caché dans le jeu, enfin un compteur, qui peut aller de 0 à 100, donc 0, vous n'êtes pas du tout affecté. Peu à peu, vous devenez obsédé par le bouquin. Ensuite, le prince peut vous posséder, donc Astur peut vous posséder, c'est-à-dire qu'il voit, il entend tout ce que vous dites, et quand vous tombez à 100, en fait, vous n'avez plus de personnalité, votre personnalité disparaît, vous devenez juste un avatar, littéralement, d'Astur. Donc le but, c'est si vous arrivez à 100, vous devenez un PNJ. Mais tout ça, ce compteur-là, on ne vous le donne pas. C'est-à-dire que vous ne le savez pas concrètement en tant que joueur, et donc c'est un truc qui est gardé secret au niveau du MJ. Évidemment, durant le jeu, il y a de fortes chances que vous soyez infecté. Après, il y a la possibilité de réaliser qu'on peut être infecté, et à ce moment-là, c'est de lutter activement pour ne plus être exposé au livre. Alors, donc, ce livre va arriver au Japon. Donc il y a des règles, vous pouvez être influencé selon en fait, que vous lisiez vite fait, que vous voyez juste les images, que vous l'étudiez de fond en comble, qui est très très long, que vous entendez des mantras qui sont chantés, parce qu'en fait, évidemment, dans le livre, il y a des mantras, il y a des sortilèges et compagnie. Ça peut vous infecter encore plus rapidement, machin. Après, vous pouvez essayer de lutter, notamment par le pouvoir. Et quand vous êtes conscient, en fait, que le livre, et c'est ça qui est un peu compliqué, je trouve, en tant que maître du jeu, c'est qu'il faut que vous prouviez à vos joueurs que justement, oh non, t'inquiète pas, ce livre il est sans danger, et que les joueurs réalisent par eux-mêmes que bah oui, le livre est vraiment dangereux et qu'il faut maintenant empêcher toute exposition supplémentaire, sinon vous devenez fou. À ce moment-là, il y a moyen de moyenner, donc il y a aussi les effets, en fait, le prince, plus il a d'influence sur vous, plus il peut provoquer des illusions, enfin, comment dire, plus il peut provoquer soit des illusions, soit carrément vous contrôler votre personnage, donc c'est un peu compliqué. Je rappelle qu'à 100 c'est game over parce qu'il consomme votre personnalité et votre pouvoir. Donc toutes les règles sont exposées là-dessus, en fait, avec notamment comment résister aussi de manière passive ou active, pour justement préparer le terrain. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe ? Le sutra a été copié dans différentes formes. Donc comme d'habitude, on vous donne les statistiques du mythe, les sortilèges que vous pouvez trouver, la transformation. J'y vais y revenir, parce qu'il y a des adaptations qui ont été faites. Mais pour l'instant, c'est pas. Et les sutras que vous pouvez trouver dedans. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des sortilèges qui sont des formes un peu bâtardes, des sortilèges de l'appel de Cthulhu qui sont présents dedans, dont vous aurez sûrement besoin pour la campagne. Donc c'est le truc pervers, c'est qu'on va y revenir. Mais au début de la campagne, vous aurez peut-être besoin d'avoir accès à ces sortilèges-là pour résoudre le scénario. Ce qui n'est pas très sympa. Parce qu'en fait, vous êtes forcé de vous faire infecter au début pour provoquer un peu le bisbi, et ensuite on continue. Donc on a une version un peu, le médaillon Onyx, qui est une interprétation du signe en jaune. Je rappelle que le signe jaune et le roi en jaune sont des pâles copies du prince, le prince des feuilles pâles. L'apparence du prince, donc voilà. Il y a des illustrations qui sont très différentes, très très chouettes. S'il y a bien un truc que je n'ai pas reproché au livre, c'est sa capacité vraiment à avoir une direction artistique complètement différente, avec soit des espèces de simili ukiyo-e, soit un côté pop art. Il y a même carrément une parodie de Duran Duran, des couvertures sur la fin, c'est assez marrant. Donc les pouvoirs donc après on a un profil en fait de monstre, mais bon, enfin, il est imbutable comme d'habitude. Les pouvoirs, comment ils peuvent se manifester, et les faiblesses. C'est-à-dire que grosso modo, les gens qui sont possédés, parce que
le prince ne peut pas se manifester dans le monde réel, vraiment il peut se manifester qu'à travers des avatars, comme sur la couverture. Donc ça veut dire que les gens que vous affrontez sont techniquement humains, que si par exemple vous arrivez à les endormir, le prince ne peut plus jouer, il ne peut plus utiliser ses pouvoirs à travers eux. Donc et il y a potentiellement, et la grosse idée en fait c'est que le prince ne peut pas créer. Et donc ça va être au cœur c'est comme une muse en fait, il peut influencer les gens mais lui ne peut pas créer. Et ça va être au cœur en fait de la campagne. Vous allez comprendre pourquoi très vite. Donc l'idée évidemment, c'est que son but c'est de transformer tout le monde en cultistes, qu'ils deviennent tous obsédés par le livre pour après transformer le monde en une sorte de cour, une sorte de simili Carcosa qui dirigerait, où tout le monde serait Astur, simplement. Donc ça c'est le endgame. Ensuite on a un culte, alors je crois que c'est la fiche de culte qui est présente dans les cultes de Cthulhu, je suis pas sûr, je dis des bêtises. Donc l'association des feuilles pâles. Ça, c'est le bad guy. Donc là, on se pose même pas de question. Vous avez face à vous un culte qui, au fur et à mesure de la campagne, va grossir. C'est-à-dire que quand vous commencez la campagne, il est petit. Et durant la campagne, il va grossir pour prendre une influence démentielle. Puisqu'en fait, l'idée, c'est que c'est des gens qui possèdent le sutra, qui sont infectés et qui vont le faire lire à d'autres personnes. Et ils vont le faire lire à des créatifs, à des politiciens, à des gens qui ont du pouvoir pour justement prendre de l'ampleur et devenir une sorte de méga secte au Japon. Je rappelle que les sectes au Japon, c'est un sujet qui est très touchy. Qui est, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est devenu un sujet extrêmement compliqué, notamment Shinzo Abe, je rappelle, l'ancien Premier ministre qui se fait poignarder par un type dans la rue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le type avait perdu toute sa famille auprès d'un culte qui était backé par le gouvernement, par le parti de Shinzo Abe, que Shinzo Abe avait aidé en fait à être protégé. Donc, et je crois qu'ils viennent de voter une loi pour un peu casser cette espèce de grande secte. Donc c'est vraiment pas... Bon, évidemment, il y a la secte Home aussi, hein, mais c'est vraiment un sujet qui est hyper touchy, et je l'ai vu J'étais assez impressionné, là où je bossais au Japon, il y avait un gong qui résonnait tous les jours à 4 heures, et mes collègues me disaient que c'était une secte en fait, qui était juste en face, donc c'était un peu glauquissime. On vous donne les principaux membres de cette association, qui sont donc des humains possédés, forcément cultistes. Alors là, si vous voulez pas de cultistes, c'est pas le bon endroit où il faut être. Vous avez une sorte de méga corporatiste qui est le boss. Alors Ukami, ça je trouve un peu naze en gros. C'est un PNJ qui va intervenir souvent, qui est un peu le Satanas de la campagne que vous avez retrouvé, qui est un moine qui a été corrompu, mais il est méga balèze. Genre il a toutes ses stats à 100, c'est un personnage de Baki ou Dragon Ball Z, il est hyper balèze, donc en gros c'est une sorte de MacGuffin que vous pouvez poser en tant que joueur, en tant qu'MJ pour bloquer les joueurs, je trouve en tout cas physiquement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être omniscient, mais il est possédé par le roi en jaune, donc ça veut dire que techniquement il peut... il sait tout ce que il sait tout ce que le roi en jaune sait, et physiquement il est super balèze. Donc vous pouvez pas l'affronter physiquement, sinon ou alors, vous mettez une balle dans la tête. Ça me semble un peu compliqué. Matsushima, c'est le poéticien, en fait, c'est un poéticard qui a la diète, qui fait partie du culte. Iroha, c'est une mangaka, on va y revenir. Et Nishikado, c'est un type qui a créé un jeu vidéo basé sur le roi en jaune. Sauf que, je ne sais pas si vous voyez, j'en reviens à mon côté ralage, mais il y a des petites astérix là, ici, et là. Et ces petits astérix, en fait, c'est pour vous dire « Ah, mais ce personnage n'intervient pas dans cette campagne, il sera dans le compagnon. » Donc voilà, on commence. Je m'arrête de râler. Donc on a une chronologie qui vous explique grosso modo l'infection qui s'est propagée avec le sutra des feuilles pâles. Et donc c'est un autre personnage, c'est un dernier super personnage en fait qui va être la Bridge Maiden, donc c'est la Vierge du Pont, en gros, les Maidens, c'est des Shrine Maiden, donc en gros, c'est des présupposés dans les temples Shinto. Et elle peut être potentiellement une sorte de lien, si vous voulez, entre le Astur, donc pour lier, je crois, à Carcosa avec le monde réel, mais elle n'intervient que dans les suppléments, donc on ne la voit pas du tout. On vous donne les différents niveaux de la secte. Donc elle commence, que personne ne la connaît, à la fin, c'est quasiment le stage 5. Le niveau 5, c'est le New World Order, donc ils ont gagné, quoi. Et là, c'est très très compliqué pour les PJ de se démerder. Élément très intéressant, très malin, surtout pour une campagne qui est non Delta Green d'Appel de Cthulhu. Les gens qui ont créé la campagne ont dit les Nyarlathotep sont unis par le fait que les joueurs sont des amis de Jackson Elias, qui est aussi le nom d'un célèbre podcast sur Cthulhu en anglais. Donc on va vous créer des confidents, qui sont des gens qui peuvent vous donner la possibilité de commencer les scénarios. Et ça, c'est très très bien. Ça, c'est vraiment hyper intelligent. J'aimerais beaucoup que ça soit plus le cas dans les jeux de rôle, très honnêtement. Surtout dans Cthulhu, on est toujours un peu sur le syndrome du
un vieux professeur d'archéologie, un bellboy à la Spirou, je sais pas moi, un ancien vétéran de la Première Guerre mondiale se retrouvent ensemble pour lutter contre le surnaturel, c'est un peu touchy. Donc on vous donne plusieurs pistes. La première, c'est les flics. En gros, vous avez un flic qui fait partie de l'agence d'information et de sécurité publique japonaise qui enquête sur les cultes, les drogues et compagnie, qui va vous filer vos missions. Donc vous êtes des flics. La seconde, c'est que vous êtes plutôt spirituel. Il y a un abbé, il y a un prêtre shinto, non, je crois que c'est un prêtre bouddhiste, pardon, qui s'aperçoit qu'il y a pas mal de gens de sa congrégation qui se font happer qui rejettent le karma, qui rejettent Bouddha et qui décident en fait de vivre dans une sorte de sybaritisme au sein de l'association des feuilles pâles. Et le troisième, alors ça c'est carrément Walou, c'est la comtesse. Donc c'est une fille qui a beaucoup d'argent, qui fait partie d'une sorte de société secrète, qu'elle a hérité de son père pour lutter contre le surnaturel. On est très là, on est dans Toulouse no Kami, hein. C'est rigolo. En marque, les illustrations sont très différentes aussi, hein. C'est quasiment plutôt du photoréaliste, hein, parce que c'est marrant. Très différent du reste de la patte graphique du bouquin. Et donc, on commence par le premier scénario qui s'appelle donc le mangeur de rêves, le Dream Eater, qui lui a un style plutôt ukiyo-e, comme vous pouvez voir, un peu old school. Donc l'idée, c'est que cette campagne travaille avec le mythe de Toulouse, mais comme Toulouse no Kami. Donc, vous regarderez, c'est rigolo parce que donc c'est quelqu'un qui fait des mauvais rêves. Je vais y revenir tout de suite. Mais l'idée, c'est que les yokai, qui sont en gros l'équivalent des esprits farceurs, des farfadets et compagnie, donc les monstres du folklore japonais, qui, je rappelle pour l'essence, ne datent que de l'époque d'Edo, donc de l'ancien régime japonais, où en gros on a créé plein de yokai, et qui ont été remis au goût du jour par Shigeru Mizuki, qui est un très très grand mangaka, qui est mort à l'âge quasiment de 90 ans il y a quelques années maintenant, qui est un très 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 grand mangaka. Ce sont toutes sortes de monstres un peu farfelus, des fées, en gros, pour aller vite, du monde japonais. Donc vous en avez de toutes sortes, que vous pouvez plus. Enfin, par exemple, mon préféré, il y en a des dizaines et des dizaines, hein, mais mon préféré, c'est Beta Beta San. Quand vous marchez dans la rue, vous marchez la nuit tout seul sur le long de la route, vous entendez des bruits de guetta, donc de claquettes japonaises qui font clac, 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 clac. Et en fait, il y a un espèce de gros monstre invisible translucide derrière vous. Il ne faut pas se retourner parce que sinon il vous mange ou il vous fait peur. Il faut juste en fait se poser sur le côté et lui dire après vous, monsieur Beta Beta San. Et en fait, il passe devant vous et il vous laisse tranquille. Donc ça, c'était un peu le truc rigolo. Donc dans ce chapitre, qu'est-ce qui se passe? C'est l'histoire d'un calligraphe qui est tout vieux, qui s'endort au volant de sa voiture. Il écrase une gamine sans faire exprès, la gamine meurt, et bourré en fait de remords, il cherche dans la religion à se purifier. Donc il devient en gros une sorte de moine, pour aller vite. Et c'est là que le moine magique dont je parlais, qui fait partie de l'association des feuilles pâles, arrive et dit t'inquiète Coco, lis ça. Donc il lui fait lire le sutra des feuilles pâles, et tous tes problèmes seront réglés. Et donc après, ce type, qui était calligraphe à la base, décide de faire une copie du sutra des feuilles pâles. Sauf que, ce qui se passe, c'est que donc techniquement l'infection va exploser parce qu'il montre son projet à d'autres personnes. Mais à chaque fois, les gens, quand ils vont se faire infecter, ont des cauchemars et se réveillent, ils sont fatigués. Enfin, c'est horrible. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'influence, normalement, donc je rappelle, hein, c'est un virus psychique. Donc l'influence du sutra des feuilles jaunes, malgré le travail de copie calligraphique que fait le PNJ principal, est bloqué par un yokai qui est un mangeur de rêves. Donc en fait, c'est le Baku, je crois, une sorte d'éléphant psychique qui apparaît dans votre sommeil, qui vient manger vos rêves. Donc lui, en gros, il est gentil, parce qu'il bloque l'influence d'Astur. Comme je disais, hein, on est vraiment dans Cthulhu no Kami, où il y a une alliance entre les yokai, donc le folklore japonais classique, et le mythe de Cthulhu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens de l'association des feuilles pâles sont bien embêtés parce qu'ils n'arrivent pas à propager la parole du prince des feuilles pâles. Donc, ils vont aider les PJ à résoudre l'enquête. Donc, ça, c'est un peu le truc rigolo, c'est que le prince des feuilles pâles est censé, donc Astur est censé être le méchant, mais dans la moitié des scénarios, il vous file un coup de main. Voilà. Et donc, le scénario va se dérouler de la manière suivante. Donc, comme je disais, le truc rigolo, c'est que donc le Baku arrive et il mange les rêves des gens qui sont tout fatigués le matin. Et sur le radio réveil, c'est marqué 4h44. Et en fait, 4, c'est Shi. Shi, donc la prononciation de 4, peut être aussi prononcée comme la mort.
Donc en fait, il n'y a pas de. Je crois, je dis peut-être des conneries, mais il me semble qu'au Japon, il n'y a pas de. Comme aux États-Unis, il n'y a pas de 13e étage, bah, au Japon, il n'y a pas de 4e étage, parce que c'est potentiellement l'étage de la mort. Donc, vos PNJ, enfin vos PJ vont arriver dans une petite ville qui s'appelle Ikaruga, je crois. Donc, Ikaruga, c'est un type d'oiseau, et c'est aussi un jeu vidéo qui est très très connu de shoot'em up, pour essayer de résoudre une affaire, selon les, rappelez-vous, hein, selon les différents contacts qu'ils ont. Si c'est avec le flic, c'est parce que la police a été alertée. Si c'est la lutte anti-paranormale, c'est parce que ils savent qu'il y a des trucs un peu bizarres dans les rêves avec des yokai, pour en fait résoudre le problème des gens qui dorment mal. Il y a essentiellement 3 PNJ importants, donc le Taneguchi qui va être le calligraphe, hein, qui essaie de copier le sutra, Ukami, donc qui est le méchant prêtre, et une diseuse de bonne aventure, Inaba, qui est en fait qui est une fausse diseuse de bonne aventure, mais qui est une vraie folkloriste et qui a fait des études de psychologie, donc en fait qui va aider potentiellement les joueurs. Sachant que, attention, si vous montrez le sutra à d'autres personnes, ils peuvent se faire infecter. Et donc potentiellement quelqu'un qui est un allié potentiel se fait infecter par le sutra, et après en fait devient un ennemi de la team. Donc ça c'est assez marrant. Donc quand je vous disais que le prince ne pouvait pas créer quoi que ce soit, c'est là où ça rentre. C'est-à-dire qu'il est très difficile de faire des copies, parce que vous allez me dire, bah ouais, c'est facile, tu fais une copie du sutra, tu passes à tout le monde et tout le monde devient fou et Astur a gagné. Sauf qu'en fait, quand on fait une copie du sutra, bah ça marche pas. C'est-à-dire que les gens en fait se font drainer le pouls, donc ils ont plus d'énergie et généralement ils tombent tous, ils meurent tous ou ils tombent en léthargie. Et Taneguchi donc, est l'un des seuls en tant que calligraphe excellent à pouvoir faire une copie, même s'il est crevé. Il continue coûte que coûte pour se racheter de l'accident qu'il a provoqué. Donc vous avez la petite carte d'Ikaruga, la ville dans laquelle a vécu un des auteurs d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un peu le truc. Il y a des petits éléments de connaissances qui sont assez cool, qui vous donnent des petits morceaux pour un peu habiller l'histoire, pour renforcer une culture sur ce qui se passe au Japon. Ça peut être sur les temples, ça peut être sur des us et coutumes, que sais-je. Il y a beaucoup aussi d'illustrations qui sont piquées dans des banques d'images référentes de vieux dessins sur les yokai et compagnie, c'est plutôt cool. Donc en fait, l'enquête est assez soft, hein, vous arrivez à la mairie, vous discutez avec les gens pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout le monde est fatigué, vous rencontrez Taneguchi qui est en fait plutôt un allié même s'il est infecté parce que le prince cherche à vous aider. Et vous faites des rencontres aussi avec le méchant moine qui va vous parler du sutra. On vous dit peut-être que le sutra peut vous aider. Et l'idée c'est que en gros à la fin vous devez comprendre que c'est dans les cauchemars que se passe l'arrivée du monstre. C'est lui qui rend tout le monde fatigué. Donc avec un sutra qui est dans le livre, avec un des mantras qui est dans le sutra, je vais y arriver, vous pouvez rentrer dans les rêves des gens et vous allez devoir subir plusieurs fois, en fait, parce que vous êtes aussi victime des mauvais rêves, vous allez devoir aussi donc enquêter sur le sutra, donc le rechercher, vous faire infecter, et ensuite utiliser les mantras que vous allez trouver pour rentrer dans les rêves des gens et combattre le baki. Donc le truc, c'est que dans le rêve, vous allez avoir une sorte d'allié qui est le méchant en fait, donc le moine pâle qui est en gros Astur, qui va essayer de vous aider. Il y a des règles un peu cheloues, c'est-à-dire que normalement, puisque vous utilisez un mantra pour rentrer dans le rêve, vous pouvez invoquer des objets pour vous aider ou changer la réalité, un peu comme dans Inception. Là, on vous dit, non, tu ne peux pas invoquer, parce que c'est marqué, j'invoque un lance-roquette, ça vous ne pouvez pas trop faire. Et vous allez subir toute une série de cauchemars dans lequel il faut vous en sortir pour potentiellement à la fin donc affronter. Donc c'est rigolo, hein, vous vous retrouvez dans un train qui vous emmène en enfer et il y a une espèce de gros monstre qui dirige le train. Et c'est à vous en fait de le convaincre de vous arrêter. Il faut que vous invoquiez un ticket pour vous dire mais non, moi je m'arrête à Nara, je m'arrête pas en enfer pour qu'il vous arrête. C'est des espèces de petites énigmes un peu rigolotes, très sympas, ancrées dans la culture, enfin entrer un peu dans le folklore japonais qui sont très sympas. Et à la fin, en fait, vous devez potentiellement empêcher la petite fille qui se fait écraser par le moine, par le calligraphe, de se faire écraser. Vous pouvez potentiellement la sauver. Et à la fin, vous rencontrez le Baku, pardon. Et si vous arrivez, enfin, la pire option, c'est d'affronter en fait, et d'essayer de le tuer parce que, effectivement, vous pouvez le faire, mais en fait, c'est un gentil. Et si vous comprenez que il est gentil, vous pouvez le laisser se nourrir des rêves. Comme ça, il continue à se défendre contre l'infection. Et du coup, tout le monde est content. Mais ça, il faut pouvoir le suggérer à vos joueurs et le faire comprendre.
Vous pouvez même essayer de vous battre contre le moine pâle, ce qui n'est pas une bonne idée, mais en gros, il va dire ah, je reviendrai. Ça, c'est un peu un grand classique, parce que ce n'est que le premier scénario de toute l'histoire. Et ce qui est rigolo, c'est quand vous ressortez, si potentiellement vous avez sauvé la petite fille, les rêves, puis qui sont influencés par Astur, changent la réalité. Et donc vous vous retrouvez dans une dimension potentiellement où ce que vous avez fait dans les rêves affecte la réalité, et un monde où en gros la petite fille a survécu. Donc ça c'est marrant. Bonne idée. Moi que j'aime bien, c'est que vous avez plusieurs fins qui vous sont proposées à chaque fois. Pas juste on a gagné, on a perdu, qui tient en 4 lignes, mais là vraiment vous avez quasiment 2-3 pages sur qu'est-ce qui se passe. Donc la pire option c'est tout le monde meurt ou se fait choper devient infecté devient un avatar d'Astur. On fait rien, donc là la fin est taoïste. La mauvaise fin où il tue le Baku. Sinon, se barrer plus ou moins, tout laisser traîner. Il y a des trucs, c'est un peu. C'est une campagne, alors pour la traduction, je ne sais pas comment ils vont faire, où il y a beaucoup de memes, il y a beaucoup de blagues, de références populaires. Là, ça va, mais à un moment, ça m'a agacé fortement. Là, notamment, c'était le vieux Taniguchi tout du long, qui est une référence à Scooby-Doo, où à chaque fois, mais c'était le vieux gérant du parc d'attractions. Et la cinquième, donc en gros, vous arrivez, vous neutralisez Taniguchi d'une manière ou d'une autre pour empêcher la situation de se détériorer. Et la dernière, donc Baku I Choose You, ça fait référence à Pokémon. Baku, je te choisis. Ou la meilleure option, c'est évidemment de travailler avec le yokai pour sauver la ville de l'empreinte du roi en jaune. Et c'est à peu près tout donc pour le premier scénario donc encore une fois les scénarios sont faits pour être joués de manière indépendante, donc il n'y a pas forcément besoin de les rejouer, il n'y a pas de fil, il y a des petits fils en fait entre les scénarios, mais c'est pas non plus ouf gueudin, donc c'est plus une suite de scénarios que vraiment une campagne. En tout cas je sais pas, tant que j'ai pas lu le supplément, le compagnon, je peux pas vous dire. Deuxième scénario, donc qui fanfic, donc rappelle la fanfiction, c'est le fait de créer sa propre copie ou des histoires inventées avec des personnages d'une œuvre de fiction qui est réglementée. Donc par exemple, je sais pas, vous faites une fanfic sur Last of Us, voilà, vous inventez vos propres histoires avec Ellie et Joel. Et donc c'est hyper original, très très original. Autant le premier était assez classique, là c'est absolument délirant. En gros, donc encore une fois, l'association des feuilles pâles veut propager la bonne parole du prince des feuilles pâles. Donc qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils utilisent une autrice de manga qui a un pouvoir assez important, qui a un pouvoir psychique, et quand elle est infectée par le roi en jaune, elle arrive à garder sa créativité. Et donc elle va créer une sorte de manga qui est confidentiel au début, qui va peu à peu infecter les gens pour justement les faire les amener les amener vers le sutra, puisqu'en fait son manga est une version romancée de l'histoire du prince des feuilles pâles. Et il y a un autre mec qui fait une fanfic, en fait, qui va créer une sorte de copie de son manga à elle, mais qui va être l'archidémon Albâtre, qui est ce type-là, qui va rien comprendre, en fait, et qui va créer une sorte de Astur démoniaque que vous allez devoir affronter, avec plein de tentacules. Encore une fois, la direction artistique est vraiment cool. Et l'idée, c'est qu'encore une fois, oh là là, il y a plein de memes, c'est horrible, parce que, par exemple, celui-là, c'est Those Chosen by the Prince. C'est une référence à Final Fantasy VII, où il y a Those Chosen by the Planet, qui est le thème de Sephiroth, donc le grand méchant de l'histoire. Voilà, ça c'est... Bon bref, c'est pas grave, je vais passer, parce que sinon j'y passerai des heures. C'est pareil, go 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 go, c'est une onomatopée quand on a peur, et c'est une onomatopée qui est très récurrente dans un manga très célèbre qui s'appelle JoJo's Bizarre Adventure. Donc quand je vous dis que c'est vraiment de la référence culturelle, et que c'est des mecs, à mon avis, assez jeunes, jeunes, je sais pas, mais qui insèrent là-dedans, ils y vont à fond les ballons. Mais ça reste hyper original, avec de très très bonnes idées. Donc l'idée, c'est que ça va se passer cette fois durant donc le personnage principal, donc c'est Nagatsuki, qui est la mangaka. Au début, vous savez pas que c'est l'antagoniste, en fait. C'est ça le truc très intéressant, c'est quand elle va être un PNJ très sympathique, mais en fait, vous allez vous apercevoir très vite que c'est à cause d'elle, en fait, qu'il y a des infections et qu'elle propage en fait la parole du prince des feuilles pâles. Donc vous avez Saito, c'est une fan du manga, mais qui voudrait dessiner, en fait, mais qui est, je crois qu'elle a une condition, une maladie rare, en fait, qui fait qu'elle peut pas dessiner depuis l'imaginaire. Donc Koda, c'est le méchant, en tout cas c'est le Red Herring, c'est-à-dire que c'est l'archidémon Albâtre, qui va être en fait une fausse piste qu'on va vous donner au début de la campagne. Donc vous croyez que c'est le méchant en fait au début, c'est un méchant mais c'est pas le méchant principal. Et donc le politicien qui revient et le chef
du Comiket. Donc, en gros, c'est un mec qui bosse dans un magazine sur les aliens et compagnie, que vous allez rencontrer. Parce qu'en fait, le pitch, c'est que grosso modo, on vous demande d'enquêter sur un manga qui est introuvable, qui semble étrangement ressembler au Sutra des pales jaunes, enfin au Sutra des feuilles pâles sur lesquelles vous avez déjà enquêté. Et dans un train, vous vous retrouvez, donc ça c'est assez rigolo, ils font c'est le déroulement en fait du scénario, c'est chouette avec les différents éléments, ce que vous faites, et vous tombez nez à nez avec la mangaka, vous savez pas que c'est elle, qui transporte des bouquins, qui vous demande votre aide, parce qu'en fait elle est possédée encore une fois par le prince des feuilles pâles, qui vous utilise pour aller dégommer le roi de la corruption, donc l'archidémon Albâtre, qui est le faux mangaka en fait. Donc on vous amène après à discuter avec elle, donc l'idée c'est de devenir un petit peu elle devient votre meilleur ami, et vous retrouvez hyper original dans un comiket, donc un marché des mangas, donc qu'il y a tous les ans à Tokyo, qui s'appelle le Comiket, où c'est essentiellement des petits mangas qui ne sont pas du tout mainstream, une grosse convention, où vous pouvez essayer de faire des recherches sur comment trouver le méchant, essayer d'en apprendre un peu plus sur le manga justement qui s'appelle la légende, le conte des feuilles pâles. Il se passe pas mal de choses. Il y a beaucoup de gens aussi, de gamins qui commencent à se déguiser comme le roi en jaune, comme le prince, tout en jaune. Donc il y a plein d'espèces de sectateurs potentiels habillés en jaune avec des masques, donc c'est un peu flippant. Ça fait beaucoup penser à 20th Century Boy aussi, évidemment, avec Amy, ça c'est évident. Et l'idée, c'est que vous allez faire une enquête, vous allez remonter la piste de Koda pour... c'est rigolo, ils ont mis des vraies pages de manga en fait qu'ils ont réinsérées pour vous apercevoir qu'en fait son manga à lui, la fanfic, est beaucoup plus sombre, quelque chose qui va pas, pour enfin le retrouver donc dans une boîte de nuit, dans un dance sur une boîte de nuit qui est tenue par des yakuza où tout le monde se fait attaquer, et en gros comme il dit, c'est un old-fashioned boss fight, donc une bonne vieille boss fight, une baston contre un boss, comme dans un jeu vidéo. Et c'est là où j'ai un peu de mal avec l'écriture du scénar, parce qu'en gros, quand vous arrivez, le type vous fait tout un sermon façon incel débile, qui littéralement commence par We live in a society, donc on vit dans une société, ce qui vous dira peut-être rien, mais en gros, c'est un mime sur Internet qui est basé sur le Joker de Batman, puis repris dans le film Joker avec Joaquin Phoenix, où en gros, on dit, c'est un espèce de délire de mimétique d'incel, où ils disent, on vit dans une société où, je sais pas, où les joueurs de jeux vidéo sont la pire, la minorité la plus exploitée, patati, c'est des trucs à la con, quoi. Et il y a beaucoup de trucs comme ça, et ça me... Je sais pas, en fait, quand je les vois, je vois plus que ça. Peut-être que je me suis fait infecter par le sutra, mais ça m'hirsute, en fait. Je vais être con, mais c'est pas bien d'être un peu borné, mais ça m'hirsute un peu. Donc voilà, il se retrouve sur le dance floor et il prend sa forme d'archidémon albâtre, et vous devez l'affronter d'une manière ou d'une autre pour l'empêcher de tuer des gens. Évidemment, après, les flics arriveront, l'abattront s'il faut, mais l'idée, c'est que concrètement... il y a une sorte de manifestation d'Astur, une version corrompue d'Astur, donc il faut aller loin, au milieu de Tokyo. Donc vous revenez le reste du scénario, c'est vous revenez en fait au Comiket, donc au marché des mangas, vous rencontrez le politicien qui va dire « Ah mais je suis avec vous, vous inquiétez pas », alors qu'en fait il fait partie de l'association du Sutra des feuilles pâles. Et la fin, donc c'est un peu... donc l'idée c'est que vous pouvez enquêter pour stopper l'apparition du manga, donc le manga qui peut infecter potentiellement les gens, je rappelle. Donc allez voir ce qui se passe au niveau des imprimantes. Donc en gros, pour vous apercevoir que dans les sociétés d'impression, tous les gens tombent malades ou ils sont fatigués, parce que je rappelle que copier le manga, copier toute forme du sutra rend les gens fatigués et malades. Éventuellement aller fouiller au niveau du studio de Nagatsuki pour trouver un peu l'origine et comprendre que c'est elle en fait le mangaka derrière toute cette horreur. Ça se finit, donc le grand final, c'est donc une sorte de fête qui est faite au milieu d'Akihabara, donc le quartier plutôt ex, mais à l'époque était au firmament de ce qu'on appelle la cité électronique, donc en gros c'est là où il y a tous les magasins de jeux vidéo, les trucs un peu craqués et compagnie. Maintenant c'est le plus que l'ombre d'elle-même et il n'y a plus rien, c'est assez naze, si vous y allez, je vous déconseille d'y aller, c'est complètement pourri. Et dans un club, en fait, il y a une sorte de convention, mini-convention qui est faite dédiée au manga qui sort. Durant cette espèce de convention, il y a donc la mangaka qui arrive, qui est déguisée en roi en jaune. Donc elle est déguisée, en fait sur l'affiche, sur la couverture, c'est elle, donc avec le masque et tout, mais vous reconnaissez la natte.
où elle va potentiellement convertir la fille qui était sa copine, donc enfin l'amie qui était justement qui avait un problème pour dessiner. Donc c'est au joueur d'arriver pour l'empêcher de faire ça. Elle se barre à travers une sorte de portail et vous la retrouvez donc comme dans 20th Century Boy au sommet de la Tokyo Tower, déguisée en super, enfin en super méchant. En fait, elle se prend pour le roi, enfin pour le prince. Comment dire pour le Astur en fait l'avatar d'Astur. Elle a une sorte de pinceau magique qu'elle va utiliser en fait pour réécrire le monde. Donc l'idée c'est que vous pouvez soit vous rejoindre à elle, soit essayer de lui tirer dessus, mais ça ne marchera pas parce qu'elle a un pinceau qui peut reconfigurer la réalité. L'idée c'est évidemment, vous devez trouver une manière un peu maligne, soit en lui parlant, soit en sabotant ce qu'elle cherche à faire, pour en finir. Évidemment il y a plusieurs fins, donc soit ça se passe très mal, tout le monde meurt, vous la rejoignez, ou vous, donc voilà, encore une fois, comme Saucer Todd. Comme Saucer Todd, c'est une référence à la fin End of Evangelion, donc le film basé sur la série animée Evangelion, où en gros c'est une musique en allemand où tout le monde meurt. Tout est un peu comme ça, hein. Je vais pas tous les faire, hein. Je vais lâcher, sinon je vais péter un plomb. Sinon, éventuellement, la meilleure solution, c'est de réussir à la convaincre de pas ça, avec donc les différents monstres et le pinceau magique qui lui permet de réécrire la réalité. Ce scénario, donc ce qu'ils appellent la lance d'Aldébaran, qui est censée être l'espèce de. En fait, son crayon, c'est son pinceau, qui devient une sorte de lance magique qu'elle utilise. Encore une fois, un scénario qui est assez what the fuck-esque, qui est même très what the fuck-esque, qui est le scénario le plus what the fuck-esque de tout le bouquin. Je trouve très original, très intéressant. La fin me laisse dubitatif. Personnellement, j'aime beaucoup les références. J'aime pas le côté pop culture qui est à tout va. J'aime beaucoup la référence de Century Boy par contre. Je sais c'est ironique et c'est très hypocrite. Mais comme vous le voyez, c'est un Cthulhu particulier, quoi. C'est vraiment un Cthulhu avec des enjeux qui sont assez élevés, assez étranges, où il y a beaucoup de choses qui dépassent la réalité. Si on aime ça, c'est super. Si on aime bien plutôt les intrigues à la pépère, façon années 20 et compagnie, on va être déboussolé. Enfin, le dernier scénario, qui est plus classique, voire même qui est le plus classique toulouesque du lot. Donc les masques palides de Tokyo, c'est l'idée, donc voilà, vous voyez, il y a une fille qui hurle façon pop, et derrière, il y a des gens qui n'ont pas de visage. Il y a un type de yokai qui s'appelle le Noperabo, qui est en gros le sans-visage, qui va arriver, enfin qui va être lié à une infection du prince des feuilles pâles. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que pardon, dans un asile, il y a un type qui devient complètement fou. Ce type, c'est donc, si je dis pas de bêtises, oh là là, donc c'est Yamato. Donc Yamato, en fait, un jour, va lire le Sutra des Palefeuilles, il va assassiner toute sa famille pour les purifier en leur mettant un tatouage. Et en gros, il va être interné dans un asile. Et dans cet asile, il va commencer à convertir des gens, parce qu'il se prend pour le prince, en fait. Il n'est pas le prince, mais il s'en prend pour lui, bref. Il va commencer à convertir les gens en leur mettant une sorte de symbole, enfin un tatouage. Et ce tatouage va transformer ces gens en yokai, qui sont à la solde de Yamamoto, donc en gros des Yakuza, qui sont transformés en sans-visage, et dans un asile. Et c'est un peu à vous de mener l'enquête pour comprendre comment arrêter ça, puisqu'on va retrouver des Yakuza sans visage un peu partout et qui vont infecter au fur et à mesure parce qu'ils représentent quand même une exposition au sutra des feuilles pâles. Donc ça va être à vous d'agir avec pas mal d'alliés. Donc il y a toute une enquête de la police qui est présente pour suivre les Yakuza qui disparaissent. Le Yabun, donc le chef des Yakuza aussi, qui veut comprendre ce qui se passe. Il y a un médecin légiste qui potentiellement peut faire infecter un sans visage. Donc ils sont pas tout le temps sans visage, hein, mais ils peuvent changer d'apparence évidemment, et puis ils sont à la solde de Yamamoto et d'un autre avatar du principal. Et il y en a d'autres qui peuvent se faire infecter, notamment il y a une psychiatre qui est dans l'hôpital qui peut se faire infecter. Donc l'idée c'est ça, c'est que vous enquêtez sur les Yakuza qui meurent, et au fur et à mesure vous essayez de comprendre ce qui se passe, donc vous trouvez les quêtes dans la mort, vous rejoignez, donc vous enquêtez sur les Yakuza, et à la fin vous vous retrouvez face au prince dans l'asile qui va être transformé en fait sous les forces psychiques, un peu comme la mangaka. L'asile va devenir le château Carcosa, dans lequel vous allez devoir vous retrouver face à une sorte de mascarade empruntée forcément à toute l'histoire du roi en jaune, avec une sorte de pièce de théâtre où vous devez vous débrouiller pour triompher de ce nouvel avatar du roi en jaune qui est devenu complètement vous, qui a pris le contrôle de l'asile. Encore une fois, il y a beaucoup de références. Je pense que la référence principale de chapitre, c'est un vieux jeu vidéo qui s'appelle D, qui avait exactement le même pitch, à savoir qu'un jour, vous jouez une jeune fille qui est psychiatre, je crois, son père prend en otage dans un hôpital, dans un psychiatrique ou dans un hôpital,
un grand médecin sans histoire qui prend en fait en otage le reste des gens présents. Et en fait, quand vous rentrez, l'hôpital devient une sorte de château étrange, votre père se transforme en monstre. Enfin, bref, ça me semble très très similaire, même si le jeu commence à avoir maintenant, putain, il doit avoir près de 30 ans. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est une enquête beaucoup plus classique, hein, évidemment, que le scénario d'avant. Avec potentiellement, donc ça c'est la grande difficulté du scénario, c'est qu'il y a des gens qui se font infecter et qui deviennent des nopérabos, et qui vont essayer de vous suivre ou de vous manipuler, qui vont intervenir plusieurs fois, qui vont vous pourrir la vie, qui vont essayer de vous infecter. Donc c'est, voilà, encore une fois, une super... Enfin, j'aime beaucoup les illustrations qui sont faites, je trouve que ça tranche complètement avec ce qui était fait d'habitude sur cette V7. Et le grand final qui vous amène dans le château Carcosa, où vous devez, grâce à votre intelligence, triompher de ce nouveau péril, avec encore une fois plusieurs fins. Cette fois, il y a la bonne, il y a la très mauvaise, la moyenne et la bonne fin, donc vous n'avez pas trop le choix. Et on a à peu près fini avec des appendices, donc pour continuer la campagne notamment, puisque dans le compagnon qui s'appelle Carcosa Manifesté, pardon, il y aura encore des scénars avec les PNJ dont j'ai pas parlé avant, donc il y a un glossaire, et il y a des biographies sur les personnages, donc vous voyez encore une fois, c'est essentiellement des gens qui vivent au Japon et en Chine, qui ont tous bossé ensemble, ils font partie vraiment de la même équipe de développeurs de jeux de rôle, avec quand même un gars qui est présent, enfin un japonais, qui a aidé un petit peu là-dedans, et l'éditrice de Chaosium, l'index, donc les différentes tables qui peuvent être utiles. Vous avez pas mal de contenu sur le net, si vous voulez, pour vous aider, notamment les indices, les cartes, il y a les prétirés. Évidemment. Et oh, que vois-je! Et donc, il y a la pub pour le compagnon. Et le compagnon a l'air d'avoir des scénarios qui sont assez démentiels, donc notamment l'histoire de la Vierge du Pont, enfin la jeune fille qui est destinée à faire le pont entre Tokyo et Carcosa. Donc Wonderland, qui est le jeu vidéo dont je parlais, qui reproduit le monde du roi jaune. C'est un double parti, donc ça peut être assez cool. Et je pense que c'est vraiment... Ce serait intéressant, quand j'aurai lu ce bouquin, de voir un petit peu mon opinion. Donc, que vous dire? Mon opinion sur ce livre, qui, je rappelle, m'a été entièrement donné à titre gracieux par Chaosium. C'est très original. Déjà, ça, personne ne le niera. C'est extrêmement original. Les enquêtes sont finalement extrêmement terre à terre quand on y pense en termes purs d'investigation. Il y a une intrication entre le mythe de Cthulhu et la mythologie japonaise qui est très intéressante. Ça peut ennuyer beaucoup de gens par le fait que les finales sont un peu des fois over the top. Donc dans le premier c'est dans les rêves, donc ça peut se toucher pas trop. Mais le deuxième, c'est quand même une sorte de bataille avec une fille qui a un pinceau magique au sommet de la Tokyo Tower. Le troisième c'est dans un monde surréaliste, donc ça peut encore matcher avec le thème Astur et Roi en jaune. Ce que je trouve un peu dommage en fait, c'est qu'il y a beaucoup de règles sur comment gérer l'infection, qui est bien pour le joueur, mais sur aussi le culte, donc l'association des feuilles pâles, où on vous dit attention, ils peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, attention, le roi en jaune va vous manipuler. Mais dans 2 des 3 scénarios, voire dans les 3 scénarios, le roi en jaune vous fait quand même un sacré coup de main pendant quasiment tout le scénar. Donc il n'a aucun intérêt à vous pourrir la tronche. Donc il n'y a pas vraiment... Enfin, on vous dit c'est l'adversaire principal, c'est les méchants, c'est les cultistes, ok, mais jusqu'à la fin de chacun des scénars, le roi en jaune vous file un gros coup de main. Donc si vous êtes assez malin, vous sentez voir le truc, et à la fin, vous avez juste à prendre la bonne décision, et normalement, ça devrait passer. Vous me direz, donc, est-ce qu'il y a l'idée de faire des jointures entre les scénarios pour faire jouer justement l'influence croissante de l'association des feuilles pâles? Peut-être. Je pense que ça prendra vraiment une consistance quand il y aura le compagnon, en tout cas je l'espère du fond de mon cœur. C'est avec plaisir que je le ferai jouer, parce que finalement c'est des scénarios qu'on peut jouer un peu indépendamment. Le contexte des années 80 au Japon est très différent de celui d'aujourd'hui, où la bulle a explosé, il y a quasiment 20 ans qui ont été perdus, la condition est très, très différente de ce qu'elle était il y a 40 ans. Donc puis en plus, niveau technologique, c'est très rigolo quoi, de faire quelque chose de différent. Donc ça reste hyper original, très intéressant. Moi, mon grand regret, c'est, bon, outre les blagues et les références, mais ça, c'est pas très grave, finalement, on s'en fout. C'est le fait, quoi, il y a un peu que c'est pas forcément ce que j'attendais. En fait, moi, ce que j'aurais voulu, c'est des traductions des campagnes qui ont été faites au Japon. Parce qu'ils ont fait des trucs complètement original, années 20. Moi, j'aurais adoré, en fait, c'est con, hein, mais j'aurais adoré jouer une campagne durant, au début du siècle, dans les années 20 au Japon.
parce que c'est un contexte qui est complètement différent, qui a eu beaucoup d'inspiration. Je pense notamment à Tokyo Megalopolis, qui est un manga très connu. Enfin, il y a plein d'inspirations. Et surtout, moi, c'est pas comme ça que je vois Cthulhu au Japon. Pour moi, la meilleure adaptation de l'appel de Cthulhu au Japon, c'est. Donc, il y a des vieux jeux vidéo hein, qui ont été faits mais il y a très très longtemps, dans les années 80, qui reprenaient un peu ce concept-là de culte dans les années 20 au Japon. Ça, je trouve ça absolument génial parce que la culture est complètement différente. Il y a une esthétique un peu rétrograde qui est hyper cool, un peu comme les années folles en fait pour les Japonais, j'imagine, mais complètement qui est très unique. Et surtout, il y a dans un monde contemporain, moi, il y a deux inspirations que j'ai. La première, c'est Noroi. Donc Noroi, c'est The Curse. C'est un film que vous pouvez piquer, qui est disponible sur Internet, même sur YouTube, en fait, gratos. C'est pas bien, hein, mais il est toujours debout. Qui est un film en found footage, comme le projet Blair Witch, qui raconte l'histoire d'un anthropologue et d'un caméraman, en fait, d'un réalisateur d'émission qui enquête sur une sorte de malédiction qui est absolument qui est génialissime et qui est vraiment dans le délire Cthulhu. Et le deuxième, c'est une série de jeux vidéo qui s'appelle Forbidden Siren, qui reprend en fait littéralement un truc à la Cthulhu façon Glaaki. Il y a un village qui est complètement perdu au fin fond du Japon. Il y a des gens, des PJ qui arrivent des quatre coins du Japon pour faire des émissions télé sur surnaturel, pour je sais pas quoi, etc. Qui en fait, et quand ils arrivent, il y a une sirène qui se met à sonner. Le lac au milieu du village devient rouge. Les habitants passent dedans, deviennent des sortes de zombies, exactement comme les serviteurs de Glaaki, cherchent à convertir les joueurs. Il y a une pluie rouge qui tombe. Et votre but, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment on en est arrivé là, et mettre fin en fait à la manifestation Lovecraftienne qu'elle présente. L'esthétique est à tomber par terre, c'est un de mes jeux préférés. Enfin, c'est une série de jeux vidéo que je trouve absolument géniale. Et la BO, si jamais vous l'avez, pour faire jouer cette campagne ou n'importe quelle campagne horrifique au Japon, elle est démentielle. Donc voilà, en tout cas, le Sutra des feuilles pâles est un très bon supplément en termes d'esthétique, en termes d'originalité. Pour moi, il est un peu trop super naturel par rapport à la vision que j'ai de Cthulhu, mais ça reste des très bons moments. Les scénarios peuvent être, vous pouvez faire le premier, vous pouvez faire le deuxième, vous pouvez faire le troisième, vous pouvez tous les faire en campagne ou pas. Il y a à boire et à manger. En attendant, c'est quand même un beau bouquin qui fait 200 pages avec tout ce qu'il faut pour jouer, pour faire vivre le culte, pour comprendre et faire. Et l'artefact, on se moque pas de vous, il y a quand même quasiment 10 pages qui sont consacrées à ça. On a vraiment un travail original, intéressant et qui peut séduire beaucoup de gens, en rebuter certains, mais en tout cas, moi encore une fois, je remercie beaucoup Chaosium de m'avoir fourni ce livre parce que je suis très heureux de l'avoir lu, je suis très heureux, et j'espère que je pourrai le faire jouer dans un futur, je sais pas, proche, moyen, que sais-je. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire en espérant vous retrouver pour de nouvelles aventures très bientôt. Allez, salut!